Bonjour, toujours dans le cadre du cinquantenaire du CSEVA, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Jean-Jacques Favier, scientifique de très haut niveau. Jean-Jacques Favier a accompli une mission de 16 jours dans la navette Columbia. Comme il le dit lui-même avec humour, il est le plus grand spationaute français, 1m93. Nous avons beaucoup aimé cette conférence où les faits scientifiques se mêlaient avec des anecdotes hautes en couleur. Dans la troisième partie du film, vous le verrez avec la section des jeunes aéromonges où il ne manque pas le plaisir de s'adresser à nos jeunes pilotes. Merci à tous d'être là pour accueillir Jean-Jacques Favier au nom du CSVA et qui d'abord va nous entretenir de belles choses et demain passera du temps avec nos jeunes de la section du lycée Monge. Je laisserai ensuite Philippe Young vous présenter. Merci beaucoup Jean-Jacques. Je vous en prie, merci. Merci Joël. Donc voilà, après un pilote hier, nous allons avoir un scientifique. En fait, il y a eu 10 astronautes français et sur les 10, on a 2 scientifiques, dont Jean-Jacques Favier. Alors la raison de sa venue, c'est qu'en fait, il a eu un passage à Grenoble très prolongé, donc c'est un peu le régional de l'étape. 22 ans au CEA et auparavant l'INPG. Et puis en plus, il était également prof à l'école des mines, également à l'ISU, l'International Space University à Strasbourg. Donc vous voyez, beaucoup de grandes qualités. Et en plus, j'ai oublié super-héros, la honte. Puisqu'il y a pas mal de super-héros ici. Et des accords particuliers d'ailleurs entre le CSVA et super-héros. Alors il a volé sur la navette Columbia, celle qui a cassé en vol. Et je l'ignorais, mais Jean-Jacques a failli faire partie de l'équipage. Peut-être qu'il en parlera plus en détail tout à l'heure. Et donc un vol de 17 jours. Voilà, à toi. Je suis le plus grand des astronautes français, et puisqu'on parle de taille, et américain aussi. Je suis à la limite supérieure. Enfin, quand j'ai volé il y a 26 ans, donc je me suis tassé un peu depuis, quoi. Je faisais 1m93, qui était la taille max pour voler dans la navette américaine. Et on était deux à cette taille-là, il y avait un Américain et moi, 1m93 tous les deux. Mais la NASA n'avait qu'une seule combinaison XXL, donc on ne pouvait pas voler ensemble. Donc on a volé l'un après l'autre. Donc 1m93, c'était maximum. Bon, je vais renrouler un peu le film. D'abord, en me disant que je suis très heureux d'être devant vous pour vous parler un peu de mon expérience, qui est un peu originale, voire atypique par rapport aux autres astronautes du corps français et même européen maintenant. Vous avez eu Jean-Loup Jourin hier ici devant vous. Donc Jean-Loup, c'est, je dirais, le profil de base. Donc un pilote de chasse, etc. Donc, qui a fait une très belle carrière d'astronaute et de cosmonaute, puisqu'il a eu la chance, je voulais vous le dire, de voler à la fois avec les Russes et avec les Américains. Moi, quand j'ai été sélectionné pour donc, dans la deuxième classe d'astronautes français. Lui, c'était la première classe. La deuxième classe, c'est celle qui, en fait, regroupait des gens dont le nom est plus connu que le mien, comme Claudie Aigneret, la seule femme astronaute européenne, pas européenne, française aujourd'hui, en Europe, qui en a une seconde, maintenant une italienne. Nous, on a été sélectionnés en 85 et pour voler normalement soit avec les Américains, soit avec les Russes. Les Américains, soit avec les Russes. Et donc, j'étais censé pouvoir rentrer dans le Soyouz. Et j'avais fait tous les tests de sélection. Mais au moment des entraînements dans le Soyouz, eh bien, ils se sont aperçus que j'étais trop grand pour rentrer dans le Soyouz, pour rentrer en fait dans le siège baquet du Soyouz. Ils m'ont dit qu'il ne pourra pas voler avec nous. Donc, j'ai arrêté mon entraînement donc à la Cité des Étoiles. Aujourd'hui, je pourrais voler dans le même Soyouz, parce que la capsule est la même, mais comme les Américains et les Européens ont volé avec les Russes, eh bien, ils ont modifié le siège et pour accommoder des gens plus grands que leurs pilotes soviétiques et russes. Et je pourrais voler éventuellement sur le Soyouz aujourd'hui. Mais il y a d'autres moyens de voler. Vous avez vu que SpaceX a créé une capsule ultra moderne sur laquelle en fait a été embarqué Thomas Pesquet pour son second vol. Et donc
les grands comme moi peuvent voler dans une capsule ou dans une navette telle que Columbia. Ça en guise d'introduction pour dire aussi que au niveau profil, ça a déjà été rappelé, donc je suis ingénieur de l'INPG Grenoble, puis de l'école des mines de Paris. Je me suis orienté vers la recherche en tant que physicien. Et très vite, j'ai travaillé sur les problèmes de comportement de la matière en microgravité ou en apesanteur, qui est l'état dans lequel on se trouve quand on est en orbite, que ce soit autour de la Terre ou de la Lune, etc., qui change énormément de choses pour le comportement de la matière. Je pourrais en parler plus en détail si vous le souhaitez, mais je voudrais, si vous me le permettez, donc axer plutôt ma présentation sur ce qu'on peut espérer dans les années et les décennies qui viennent en termes d'exploration habitée. Alors, ici, voici, dans le système solaire, des endroits où on peut se rendre aujourd'hui avec les technologies que l'on possède. Le problème, vous l'avez compris, c'est le problème des fusées et les problèmes de la propulsion pour se rendre vers d'autres planètes, etc. Et donc, on vit sur la Terre, Dieu merci, je peux vous dire que, vu de l'espace, c'est la plus belle des planètes. On a la chance de vivre dans un jardin d'Éden magnifique qu'il faut préserver. On en reparlera peut-être avec la jeunesse si ça vous intéresse. Donc, sur la Terre, en orbite basse. Donc, moi, c'est ce que j'ai pratiqué, comme la plupart, en fait, des astronautes aujourd'hui. Mais on est déjà allé sur la Lune. Enfin, les Américains sont allés sur la Lune à l'époque du programme Apollo. Donc le contexte de la guerre froide entre Américains et Soviétiques, etc. Donc défis technologiques. Ce n'était pas la science qui était en fait le moteur premier en fait de cette conquête. C'était plus la démonstration de force et de technologie. Je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et les destinations à venir qui sont, à mon avis, atteignables dans les dizaines d'années qui viennent, c'est aller sur Mars ou autour de Mars. Mars, vous le savez peut-être, a 2 satellites, donc Phobos et Deimos, qui sont en orbite assez basse autour de Mars. Et on pourrait aller sur ces satellites parce que ce serait plus facile de s'y poser que sur Mars. Ça, c'est un peu de la techno, mais si ça vous intéresse, je pourrais en parler un peu. Donc, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est un peu les points suivants. Donc, l'espace proche habitable, je l'ai déjà un peu décrit, mais je vais revenir un peu sur les caractéristiques de ces environnements et qui sont différents donc, sur la Lune ou autour de la Lune, sur Mars et autour de la Terre. Donc les caractéristiques de ces environnements. Et puis les conséquences que ça a pour vivre et travailler dans l'espace. Et parce que j'ai déjà évoqué la pesanteur, donc quand vous êtes en orbite ou quand vous êtes en vol balistique dans l'espace, vous êtes en apesanteur, et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses d'ailleurs, d'abord pour votre physiologie, parce que le corps n'est pas habitué a priori à se développer et à vivre ou survivre dans ces conditions-là. Donc c'est quand même une épreuve pour chacun des astronautes. Et puis la matière, comme je le disais aussi, le comportement de la matière est différent en absence de pesanteur. Et ça a fait l'objet d'énormément d'études auxquelles j'ai contribué en tant que chercheur. Donc vivre et travailler dans l'espace, c'est pas anodin. Et je vous parlerai à cette occasion-là de mon expérience personnelle sur Columbia. Donc ça a été dit, Columbia, c'était la première navette de la flotte américaine qui était dédiée à la science. Donc dans la soute de la navette, on va la voir, il y avait un laboratoire européen, d'ailleurs le Space Lab, qui était bourré de manips spatiales. Et moi, j'ai été sélectionné en tant que scientifique pour m'occuper de ce laboratoire dans l'espace. Et puis, on verra un peu comment on y vit et quelles sont les contraintes pour des missions plus longues. Je parlerai un peu des perspectives des stations spatiales. Bon, il y a l'ISS, la fameuse International Space Station, qui est en fait la grosse station spatiale qui tourne autour de la Terre aujourd'hui, dont on parlera un peu. Et ce sur quoi je voudrais un peu m'arrêter, c'est les contraintes du retour sur la Lune, parce que j'ai évoqué Apollo
tout à l'heure, vous vous souvenez, donc Apollo 11, le 20 juillet 69, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune, ont planté un drapeau américain, ils sont restés moins de 48 heures et sont rentrés. Ce que l'on prévoit et conçoit pour le retour sur la Lune, c'est plus du tout ce type de mission, c'est une approche en fait de mission avec des habitats des habitats permanents et donc des missions de longue durée, un peu comme sur la station spatiale aujourd'hui. Les astronautes y restent en général 6 mois et on peut imaginer faire la même chose sur la Lune pour les raisons que j'évoquerai. Et je dirais aussi quelles sont les contraintes, parce qu'il n'y aura pas un cargo tous les lundis matins. Donc il faudra que ces gens-là puissent vivre le plus possible en autonomie. En autonomie, ça veut dire, pour y vivre, avoir suffisamment d'oxygène, de l'eau à disposition, de la nourriture, de l'énergie, etc. Et ça suppose de développer dès maintenant des technologies sur lesquelles je travaille avec mes étudiants, de façon, et avec les startups, de façon à pouvoir réunir ces conditions pour des vols et des missions de longue durée sur la Lune. Et puis on parlera un peu des autres habitats, les perspectives vers Mars, mais de façon moins détaillée, d'une part parce que pour moi ce n'est pas pour les 30 ans qui viennent, certainement dans 40-50 ans, et probablement pas selon des scénarios comme les décrivent par exemple Elon Musk, que tout le monde connaît certainement de nom, et qui voit, lui, plusieurs milliers de terriens sur Mars avant la fin du siècle. Bon, je vous dis que dès maintenant, que j'arrive pas à adhérer à ce concept-là, parce que techniquement, c'est pas possible, ça demanderait énormément d'argent. Ça supposerait en fait d'y aller sans billet retour. Donc, moi qui suis allé dans l'espace, je peux vous dire que j'étais très heureux d'être dans l'espace, de voler, je serais resté plus longtemps si j'avais pu, mais j'étais bien content de rentrer à la maison quand même. Donc, tout ça pour vous dire que sur les perspectives, sur le très long terme, eh bien, c'est encore très discutable. Alors, si vous permettez, j'enlève mon blouson maintenant que vous l'avez vu, parce que je commence à avoir un peu chaud. Et puis, je vais dérouler un peu l'image, une photographe que j'ai prise moi-même, pour vous rappeler un certain nombre d'idées, de concepts que j'ai déjà un peu évoqués. Donc, les navettes, les stations spatiales, orbitent à une faible altitude, faible à 400 km d'altitude. On est sorti en fait de l'atmosphère. Oui. Ah, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire peut-être parce que j'aime bien bouger. Oui. Oui, soit je reste là-dedans, soit je prends. Prenez-le à la main. Je suis désolé. Vous avez bien fait de me le faire remarquer. Voilà, donc vous m'entendez cette fois-ci jusqu'au fond là-haut ? Très bien. Super, merci. Je parlais de l'orbite basse, donc c'est celle qui est la plus usitée aujourd'hui. Seuls 12 Américains ont été jusqu'à la Lune, mais le reste c'est des astronautes. Vous savez combien d'hommes, de femmes sont allés dans l'espace depuis le début du programme ? On a tous un numéro. Depuis Gagarine, qui était le premier homme à quitter la Terre, dans toute nationalité confondue, aujourd'hui, on est à 550. Alors 550, c'est déjà un bon petit village, hein, par rapport aux 7 milliards de terriens, bien sûr, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça représente du monde. Et moi, je suis le numéro 439, si on vous demande, je suis le 439. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de voler dans la navette Columbia. Voilà ce qu'on voit par le hublot quand on regarde sans téléobjectif, à l'œil nu. Et je peux vous dire que c'était la planète bleue d'abord, pour sûr, et qu'elle est magnifique, ça aussi, je m'en doutais. Voilà une photo d'une région du monde que vous avez certainement reconnue, prise par le hublot arrière de la navette, donc on voit la queue de la navette, etc. Et donc vous avez bien vu que c'était Israël, le Moyen-Orient, etc., la mer morte. Donc on voit quand même beaucoup de détails simplement à l'œil nu. Alors si on prend les téléobjectifs, etc., on peut avoir des détails très très fins. Alors, donc ça c'est la Terre. L'autre destination, qui est celle sur laquelle
qu'on se concentre, on travaille le plus maintenant, c'est la Lune. Alors la Lune n'est pas très loin à l'échelle, je dirais, planétaire, mais c'est quand même entre 356 000 et 407 000 km. Alors pourquoi en fait cette fourchette de distance? C'est parce que l'orbite de la Lune n'est pas complètement circulaire, hein, elle est légèrement elliptique, et donc voilà, la distance au plus proche c'est 356 et au plus éloigné 407 km, 7000 bien sûr. Donc c'est pas très loin, avec une fusée normale il faut 3 jours pour y aller. C'est ce qui s'est fait pour les missions Apollo. Alors aller sur Mars c'est déjà un peu plus délicat, donc ça c'est un peu compliqué peut-être, c'était pour vous montrer donc, le système solaire proche, ça c'est... Il faut que je revienne en arrière, je suis désolé, j'ai pas ma souris sous la main. Voilà. Là, pourquoi je vous montre ça? Donc ça, c'est le système solaire interne, c'est-à-dire les planètes du côté du Soleil. Donc Mercure est le plus proche du Soleil, Vénus, puis la Terre, puis Mars. Et donc avec des trajectoires elliptiques. Et ce que vous pouvez voir là, c'est que si on veut aller de la Terre à Mars, il y a des conjonctions qui sont plus favorables les unes que les autres, parce que si vous partez quand Mars est à l'autre bout de l'ellipse, eh bien, il faut 18 mois pour y aller. Si vous partez au bon moment pour pouvoir rattraper Mars dans sa course, c'est 9 mois avec la propulsion actuelle, avec les fusées actuelles. Donc tout ça pour vous dire que c'est déjà plus compliqué. On n'ira pas vers Vénus ni Mercure, vous avez compris pourquoi. Parce qu'il fait trop chaud, on est trop près du Soleil. Sur Vénus, on est 450 degrés de température de surface. Mercure, c'est pire que ça. Et, alors j'ouvre une petite parenthèse, ça ne va pas être trop long, mais on parlait d'écologie déjà un peu tout à l'heure, et puis j'y reviendrai. Ce sont les planétologues qui se sont occupés de Vénus qui ont découvert le phénomène d'effet de serre pour expliquer justement la température très élevée de Vénus, qui est une atmosphère très riche en CO2, hein, et qui donc ont découvert et modélisé pour la première fois, expliqué que la température de surface de Vénus était très élevée à cause de la couverture de CO2. Et les climatologues qui s'occupent de la Terre, en fait, ont piqué ces modèles-là pour les appliquer à notre planète et pour en déduire toutes les conséquences que vous connaissez, à savoir donc que l'augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre conduit à l'échauffement climatique. Donc j'aime bien faire ce genre d'aller-retour pour vous montrer que la recherche scientifique spatiale, a un intérêt en soi, c'est évident, mais ce que j'aime bien aussi, c'est montrer en fait les passerelles entre les découvertes qui sont faites dans le cadre du spatial avec les applications ou les préoccupations terrestres. Et ça, pareil, vous le verrez peut-être tout à l'heure, au niveau du développement des technologies. On développe des technologies dans le spatial, par exemple pour retourner sur la Lune, mais ces technologies peuvent servir pour essayer de contribuer à la résolution des problèmes qu'on peut rencontrer sur la Terre. Alors, donc ça c'est un peu le résumé pour vous montrer que pour aller sur la Lune, c'est pas très très loin. La lumière et donc tout, je dirais, rayonnement électromagnétique, donc les ondes, etc., mettent à peu près une seconde 3 pour aller jusqu'à la Lune. Donc si on envoie un signal vers la Lune, il arrive une seconde 3 plus tard, et donc on peut très bien imaginer d'avoir, je dirais, d'avoir des téléopérations commandées depuis le sol, parce que donc l'ordre arrive une seconde après. Pour Mars, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que vous avez vu les distances, que Mars, vu donc son orbite, pouvait être à une distance entre 56 millions et 400 millions de kilomètres de la Terre. Et ça, en termes de vitesse de la lumière, donc finalement de signaux électromagnétiques, ça suppose en fait un trajet de 3 minutes à 22 minutes pour aller vers la... Donc si vous avez un astronaute sur la Lune, vous lui dites bonjour,
il reçoit votre bonjour 22 minutes plus tard, et s'il vous répond bonjour, 22 minutes pour rentrer, donc il y a 44 minutes d'écart. Donc ça pose des problèmes de communication, hein, avec les astronautes, mais aussi avec les robots et autre chose. Et puis, donc, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, Phobos et Deimos qui sont pas loin et qui sont des cibles intéressantes aussi pour des explorations humaines à venir. Voilà, alors, vivre et travailler dans l'espace. Donc, les contraintes ou les difficultés qu'on rencontre sont liées à l'environnement. La gravité donc varie. Elle est nulle quand on est en vol balistique sur l'orbite, ou quand on est donc en orbite autour d'un astre, de la Terre en particulier, comme la station spatiale ou la navette, parce qu'en fait, on est en dehors de l'atmosphère, donc il n'y a plus de force de traînée atmosphérique, etc., comme sur un avion. Et donc, une fois qu'on a atteint la bonne vitesse d'orbitation, qui est de 28 000 km/h donc autour de la Terre, eh bien, la navette ou la station spatiale tombe en permanence vers la Terre, mais comme elle va tellement vite, elle rattrape jamais la Terre. C'est un peu ça, si vous voulez, le principe de l'orbitation et de la gravité zéro. Quand on est maintenant sur la Lune ou sur Mars, donc pas en orbite on sera toujours en 0G autour de la Lune. Mais si on se pose sur Mars, G c'est la gravité terrestre, hein, c'est la référence, eh bien la gravité dépend de la masse en fait, de l'objet, de la planète sur laquelle vous êtes. Et comme donc, la masse de la Lune est 1/6 de la masse de la Terre, eh bien la gravité en surface de la Lune, c'est 1/6 de G. Et vous avez probablement tous vu toutes ces images d'astronautes d'Apollo qui marchaient, se déplaçaient, etc., en sautant, parce que, si vous voulez, ils avaient moins d'efforts à faire pour se déplacer, parce que la gravité locale était plus faible. Mars est plus grosse, plus petite que la Terre, mais 1/3 de la Terre. Donc la gravité de surface de Mars, c'est 1/3 de G gravité terrestre. Autre paramètre important pour définir, je dirais, les objets ou les habitats à venir pour les explorations humaines, c'est les grands écarts de température entre le côté exposé au soleil et le côté dans l'ombre. Et ça, c'est vrai pour commencer déjà, pour les combinaisons des astronautes qui sont en sortie extravéhiculaire. Hein, donc dans le cas de ma mission, il n'y avait pas de sortie extravéhiculaire de programmée, donc je ne suis pas sorti comme Jean-Loup a pu le faire. Mais si vous êtes côté soleil, ben, vous avez votre face avant à plus 130 ou 150 degrés et le dos à moins 130 degrés. Donc il y a 250 degrés d'écart entre donc la face avant et la face arrière. Donc il faut que la combinaison soit réalisée de façon à avoir un échangeur thermique qui permette en fait de thermostater tout ça. Mais pour tout engin ou tout habitat que l'on va placer en orbite ou sur la Lune, on va avoir ce problème de gradient de température à prendre en considération. Et donc les matériaux vont être très contraints thermiquement et tous ne vont pas pouvoir résoudre les problèmes que l'on veut aborder. Alors, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Hein, donc on est dans le cas du vide spatial, avec ces écarts de température. Sur Mars, il y a une petite atmosphère de gaz carbonique qui est ténue, qui est à peu près 2/100 de l'atmosphère terrestre, mais c'est quand même de l'atmosphère. Et donc, ces écarts de température sont un peu réduits par rapport au vide spatial absolu. L'atmosphère n'est pas respirable, donc si on veut y envoyer des hommes, il faut créer les conditions de l'oxygène en particulier. Et le quatrième point est aussi très important. Quand on quitte la Terre, on est exposé davantage aux rayonnements, aux radiations cosmiques. Hein. Sur la Terre, c'est pour ça que je parlais du jardin d'Éden tout à l'heure, on est dans un milieu quand même très favorisé. D'abord, il y a de l'eau. On peut expliquer pourquoi l'eau est restée sur la Terre et pas sur Mars, par exemple, dans les questions tout à l'heure, si vous voulez. La Terre a un champ magnétique. Et ce champ magnétique
défléchit en fait les particules chargées, hein, les protons et les électrons, donc, qui touchent moins notre atmosphère et donc nous affectent moins au sol, alors que sur la Lune et sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique. Et donc on prend de plein pot en fait, tous les rayonnements cosmiques qui sont de plusieurs origines, je pense que je le dis après. Et il y a aussi le problème des micrométéorites. Hein. Notre atmosphère arrête un certain nombre de micrométéorites. Ce sont les étoiles filantes, par exemple, qu'on voit au mois d'août, etc., hein, parce qu'ils brûlent dans l'atmosphère. Quand vous n'avez pas d'atmosphère, vous prenez de plein fouet en fait, ces micrométéorites. Et c'est aussi un problème pour les éventuels astronautes. Bon, on a très rapidement quelques données sur les atmosphères que j'ai un peu déjà évoquées tout à l'heure. Atmosphère martienne à gauche et terrestre. Donc c'est essentiellement du gaz carbonique sur Mars, avec une pression 1/60e de la pression terrestre au niveau de la mer. Sur Terre, on a la chance d'avoir de l'oxygène, un peu de gaz carbonique, malheureusement de plus en plus, hein, et puis beaucoup d'azote, ce qui nous permet en fait de vivre dans de bonnes conditions. Au niveau des rayonnements cosmiques que je viens d'évoquer, il y a deux types essentiellement d'origine des rayonnements cosmiques. Il y a ce qu'on appelle les GCR, Galactic Cosmic Rays. Ça, c'est le fond continu cosmique de l'univers. C'est essentiellement des protons. Et les protons, c'est très dangereux pour la vie. Des électrons aussi. Et puis, il y a, dans le système solaire, dans son voisinage, ce qu'on appelle les événements solaires, des orages solaires, puisque de temps en temps, il y a en fait des explosions de la couronne solaire et qui catapultent des protons essentiellement, et des ions lourds aussi, dans l'ensemble du système solaire, y compris vers la Terre, et y compris vers la Lune et vers Mars. Alors la Lune, encore une fois, il n'y a pas d'atmosphère, etc. L'atmosphère joue quand même un rôle d'atténuation et surtout le champ magnétique terrestre qui fait qu'on est relativement protégé. Et puis il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans maintenant. Ça, c'est les différents types de rayonnement. GCR, c'est le fond galactique que j'évoquais tout à l'heure. Les SPE, Solar Events, c'est les orages solaires. Alors, bon, il ne faut pas se tromper dans les échelles, puis de là où vous êtes, certainement, vous ne les voyez pas, mais c'est pour vous dire que les énergies des particules émises soit par le fond galactique, soit par le Soleil, c'est les mêmes ordres de grandeur au niveau énergétique. Ce qui varie beaucoup, c'est les flux de ces particules, qui sont 1000 fois, voire 10 000 fois supérieurs donc lors d'événements solaires que dans le fond galactique. Si on veut aller sur la Lune ou si on veut aller sur Mars plus tard, il va falloir protéger nos astronautes contre ces événements. Ce à quoi on travaille, et une de mes étudiantes là, de Super-Héros d'ailleurs, a fait la simulation. Ce que l'on pense faire pour les habitats, souvenez-vous, on réfléchit à la possibilité de laisser des astronautes 6 mois sur la Lune avant de revenir. Hein. Donc il faudra les protéger d'une part du fond galactique, des GCR, mais aussi des événements solaires. Une des méthodes les plus astucieuses, hein, c'est de prendre le régolithe, c'est-à-dire le sol lunaire, hein, cette poussière grise que vous avez certainement vu sur les photos les images Apollo, et de le compacter de façon à faire une espèce d'igloo, une croûte, qui va en fait arrêter une partie du rayonnement. Je ne vous explique pas trop les détails sur les courbes, à moins que ça vous intéresse plus tard, mais tout ça pour vous montrer que c'est très efficace. Hein, et donc les habitats permanents que l'on va construire sur la Lune seront protégés par une couche de régolithe prise sur place. Alors le prise sur place est important, j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il n'y aura pas des cargos tous les lundis matins, donc ça fait partie, je dirais, du développement de l'autonomie des astronautes. Il faudra qu'avec les éléments qu'ils vont trouver autour d'eux, ils puissent se protéger.
Et ça, c'est pour les SPE, donc c'est pour les événements solaires, alors qui sont plus nocifs, comme je le disais, parce que les flux sont plus importants. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, on les voit venir. C'est-à-dire qu'on a des satellites maintenant qui regardent en permanence le Soleil et qui voient se déclencher, en fait, les orages solaires, et donc les flux de particules qui vont venir vers la Terre ou vers la Lune, etc. Et en fait, on a entre 4 heures et 8 heures pour se mettre à l'abri avant que ces flux n'atteignent la Lune, par exemple. Et donc, la stratégie, c'est de mettre en place des shelters, enfin des abris, style abri atomique, on va dire, faire simple, dans lesquels les astronautes, lorsqu'ils seront renseignés par les agences spatiales, quand ils auront directement l'information des satellites qui regardent le Soleil, viendront se planquer pendant quelques heures de façon à éviter ces flux. Voilà un peu la stratégie, si vous voulez, de protection radiative sur la Lune avec les éléments du bord. Voilà pour l'environnement planétaire. Alors maintenant, je vais vous parler quand même de mon expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance de pratiquer l'orbite basse sur la navette Columbia pendant 17 jours, qui est la mission la plus longue des navettes d'ailleurs. On revenira dessus si vous voulez, qui était une mission scientifique avec le fameux Space Lab dont j'avais la responsabilité dans la soute de la navette. Donc décollage impressionnant, vous pouvez l'imaginer, parce que en fait on part on est sur le pas de tir. Dommage, je voulais vous montrer. Voilà. Je suis pas très à l'aise là, parce que j'ai pas ma souris. On va revenir là. Donc on part sur le pas de tir, on est sur le pas de tir à la verticale, et puis on met en route donc tous les moteurs. Donc il y a 3 moteurs principaux, qui sont des moteurs cryogéniques, oxygène, hydrogène à navette. C'est les trois flammes que vous voyez derrière la navette. Et pour nous aider au décollage, au démarrage, on a 2 grands boosters, on en voit un ici, il y a le symétrique de l'autre côté, qui permettent de donner l'accélération suffisante. Et l'accélération pendant cette phase-là est de l'ordre de 4G à 4G et demi, 4 fois la gravité terrestre. Donc ça tire, on sent bien que ça tire. C'est pas insurmontable dans la mesure où les astronautes sont entraînés, on a en particulier des centrifugeuses qui nous permettent de nous entraîner pour ces niveaux de gravité, et même plus. Les pilotes de chasse sont habitués ou peuvent subir des accélérations jusqu'à 7-8G maximum, mais pendant simplement une fraction de seconde ou quelques secondes au maximum dans une manœuvre. Alors que nous, les 4G, c'est pendant 8 minutes quand même. Donc 8 minutes, c'est long. Donc il faut savoir, on apprend à gérer en fait donc le stress et puis la manière de respirer. On apprend un peu à respirer un peu comme les femmes qui vont accoucher, vous savez, la respiration du petit chien, là, je crois qu'on appelle ça comme ça, de façon en fait à se stabiliser, parce qu'on a l'impression d'avoir 2 personnes assises sur sa poitrine pendant cette phase de 4G. Bon, ça n'a pas été la phase la plus délicate pour moi. C'était plutôt le retour. Alors voilà ce qu'on voit quand on regarde par la fenêtre. J'aime beaucoup cette image. J'en suis très fier. C'est l'une des premières images que j'ai vues. Lorsque je suis allé, une de mes premières tâches était, une fois en orbite, de mettre en place un filtre ultraviolet sur un des hublots. Et donc je suis arrivé là. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la Terre, ça bougeait, on était au-dessus de l'Afrique déjà, 8 minutes et demie après la Floride, vous voyez. Et donc ça, c'était pas la première orbite. C'est ce genre de choses qu'on voit. Là, un lever de soleil sur l'Atlantique Nord. Le blanc, ce sont des nuages, bien sûr. Mais on voit très bien, si vous voulez, la ligne nuit-jour, ici, en bleu, là, et la ligne même du crépuscule, qui est la zone dans laquelle, en fait, on ne voit plus le soleil, mais il reste, comme maintenant, il y a encore de la lumière, on peut voir, et ça correspond à ces 2 zones très, très distinctes. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Et alors, quand on regarde par la fenêtre, j'ai déjà montré tout à l'heure une image
Voilà ce qu'on voit, vous avez tous reconnu, j'imagine, Gibraltar. Et on voit donc toute la Méditerranée. Donc quand on regarde donc à la verticale, c'est comme tout à l'heure, là au-dessus d'Israël, on voit beaucoup de détails. Quand on lève un peu les yeux, on voit en fait l'horizon à peu près à 2500 km de part et d'autre. Et alors ce qui est un peu difficile à appréhender au début, c'est que c'est une projection sphérique, c'est-à-dire qu'il y a, au premier plan, c'est très détaillé, et puis quand vous regardez plus haut, c'est de plus en plus compact, quoi. Et donc, il faut s'habituer à ça. Moi, il en quoi, bon, on vit très bien, et bien sûr, le spectacle est magnifique. Donc ça, c'est le fameux Space Lab dont je parlais, qui est dans la soute de la navette. Les coordonnées de la mission, aux 250 km d'altitude, une inclinaison à 39 degrés, et une période de 90 minutes. 90 minutes, donc ça fait 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil en 24 heures. Ouais, on passe de jour-nuit en permanence, toutes les 90 minutes. Et ça aussi, il faut s'y habituer, c'est assez intéressant. L'intérieur donc, du Space Lab, moi en tant que scientifique responsable, voilà, je manipulais donc en suivant des procédures écrites. Ça, c'est mon commandant Tom qui venait voir si tout se passait bien et me donnait éventuellement un coup de main. Donc c'est bourré de matériel scientifique. Alors c'est pas comme au labo où quand on décide de faire une manip un jour, ben, on la suit toute la matinée, un four qui monte en température, on regarde, etc. On ne peut pas se permettre ça. On fait une dizaine d'expériences en parallèle de façon à gagner du temps. Et donc on passe sans cesse d'un instrument à un autre, etc. Donc il faut bien savoir où on en est. Heureusement, on a ces procédures écrites qui nous permettent en fait de ne pas faire trop d'erreurs, pas faire d'erreurs du tout. On peut manipuler donc les pieds au plafond, c'est ce que je faisais. Là, mes collègues faisaient des expériences de physiologie, etc. Et donc avaient besoin du sol. Et moi, pour manipuler mes manies de physique, je préférais marcher au plafond. J'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus tranquille. L'âme dans l'espace, ça a du sens aussi comparé à des approches robotiques, c'est que tous les instruments, même s'ils ont été développés et testés au sol par les ingénieurs, etc., il y a toujours des pannes qui arrivent. Et la plupart du temps aussi, ces pannes ne sont pas celles qui sont répertoriées dans le bouquin qu'on vous a préparé pour vous dépanner s'il fallait. Donc il faut improviser aussi, donc en contact avec le centre de contrôle, de façon à faire des opérations de dépannage ou d'optimisation des conditions opératoires. Et on fait le ménage comme à la maison, avec un aspirateur d'ailleurs du commerce, là, de façon à ne pas laisser flotter le moindre grain de poussière ou gouttelette d'eau, parce que ça risque d'aller n'importe où et éventuellement provoquer des court-circuits. Manger dans l'espace, c'est pas très simple, pas très esthétique cette photo, mais enfin c'est pour montrer qu'il faut maîtriser sa nourriture. Et le problème de la nourriture, justement, revenant, si vous voulez, à la préparation de l'exploration de longue durée vers la Lune ou autre, il faut avoir un ordre de grandeur des quantités qu'il faut considérer. Par exemple, pour 6 personnes pendant un an, ces 6 personnes devront pouvoir disposer de 10 mètres cubes d'eau. Ça fait quand même 10 000 kilos d'eau, 10 tonnes, et de 2 tonnes de nourriture. Alors, dans la station spatiale, c'est planqué dans des tiroirs, chacun les siens, etc. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais c'est des masses très, très importantes. Dormir, c'est pas très simple, pas très facile. On a des couchettes individuelles, mais qui sont, je dirais, très, très réduites en taille. Je sors de la mienne, j'avais 45 cm entre le bas et le haut, donc entre mon collègue du haut et mon collègue du bas. Donc il n'y a pas énormément de confort, on peut en reconnaître, mais ça marche quand même. Pour ce qui est de l'hygiène, pas simple non plus. Quand on se rase ou quand on fait une coupe de cheveux, il faut un aspirateur pour attirer tout de suite tous ces cheveux pour éviter qu'ils ne traînent partout. Prendre un shampoing, c'est les shampoings qu'on utilise dans les hôpitaux maintenant, donc sans rinçage, etc. Alors pour les filles, c'est plus embêtant parce que les cheveux, ils peuvent partir. Je connais deux, trois collègues astronautes qui
garder volontairement une coiffure, enfin des cheveux très longs avant de partir pour leur mission, de façon à pouvoir faire ce genre de figure. Et si on reste longtemps, il faut aussi, le boulot c'est bien, mais il faut aussi pouvoir se distraire. Donc aujourd'hui dans la station spatiale, voilà comment ça se passe. Certains font de la musique. Jean-Loup Chrétien jouait de l'orgue d'ailleurs. D'autres jouent aux échecs, etc. Mais la plus belle des distractions, c'est regarder par le hublot, voir ce qui se passe en bas, quoi, et prendre des photos. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Alors d'un point de vue un peu plus technique, si ça vous intéresse, besoin du corps humain. Donc j'ai déjà évoqué tout à l'heure pour ce qui est de l'eau. L'oxygène, c'est loin d'être négligeable pour pouvoir respirer, mais en termes de bilan de masse aussi. Vous voyez que pour une personne, il faut plus de 300 kg d'oxygène. 300 kg d'oxygène par personne et par an. Donc si vous êtes sur un équipage de 6 personnes, vous voyez, faites le calcul. En eau potable, c'est pareil. L'eau pour l'hygiène. Alors, ce qui est bien pour l'eau, déjà pour la station, et puis ce sera le cas aussi sur la Lune, c'est qu'on recycle l'eau. Donc on a des procédés qui permettent en fait de recycler l'eau. Alors il y a 2 sources importantes, je dirais, de production d'eau par le corps humain. Alors je vous attends bien sûr là. Quelle est la source essentielle? Non, justement, je pose la question parce que c'est pas ça la réponse. Alors bien, je vais me dire en un second. C'est en fait la condensation de la vapeur d'eau de la respiration du souffle. Donc on a des parois qui sont des parois froides qui permettent la condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère. C'est un peu comme l'hiver dans les maisons mal isolées où sur la vitre on voit perler l'eau, hein, c'est le même principe. Et c'est ça la première source en fait de récupération de l'eau. Alors bien sûr après cette eau, qu'elle soit celle de la respiration ou des urines, il y a des processus qui permettent bien sûr de stériliser tout ça. Mais les astronautes ont l'habitude de dire je bois aujourd'hui mon café d'hier. Il y a eu un cycle complet de recirculation de l'eau. Donc l'oxygène, c'est 1/7 de la masse totale des consommables. C'est pas nul. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour montrer comment on fait pour recycler l'air. Mais bon, ça peut donner lieu à des questions. Alors, sur l'orbite basse, il y a donc les navettes, j'en ai beaucoup parlé puisque c'est ce que j'ai pratiqué. Il y a la fameuse station spatiale internationale que vous pouvez voir passer le soir très facilement. Hein. Ça brille plus que l'étoile du berger. Et ça se déplace en même temps. Vous regardez sur Internet où se trouve la navette par rapport au point où vous vous trouvez, et puis vous pouvez la voir passer pendant 4 à 5 minutes quand même. Hein. C'est vraiment une étoile qui brille énormément. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas très loin en altitude, elle a 400 km, et elle est immense. Elle est immense, vous voyez, c'est 450 tonnes de masse, c'est 100 mètres pour la poutre centrale et 73 mètres pour les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est un groupe de 4, là, c'est un terrain de tennis, quoi. Vous voyez, c'est énorme. Et à l'intérieur de l'ensemble de ces modules, c'est l'équivalent, en fait, du volume de 2 cabines de Boeing 747. C'est bien pas mal, hein. Voilà. Et on a maintenant rajouté depuis des modules gonflables. Je parle de ça parce qu'après, c'est des technologies qu'on développe à l'heure actuelle. Donc, il y a surtout l'ISS, bien connu, mais n'oubliez pas qu'il y a une seconde station aujourd'hui, c'est celle des Chinois. Alors, qui est plus modeste en taille, encore qu'elle continue à la faire grossir. C'est Tiangong 2, il y avait Tiangong 1 qui, en fait, a servi à peu près une petite dizaine d'années. Et les Chinois sont loin d'être en retard dans le domaine spatial. Ça aussi, ça ne veut pas faire partie d'un débat tout à l'heure. Il faut vraiment compter avec eux, et eux ont bien l'intention d'être les premiers à s'installer sur la Lune. Donc, voilà. Alors justement, parlons du retour sur la Lune, d'un point de vue un peu plus stratégique, etc. Donc le retour sur la Lune, c'est dans l'idée d'une présence permanente ou semi-permanente, c'est-à-dire pour des missions longues de toute façon. Donc ça, c'est un concept qui est acquis aux États-Unis. C'est back to stay. En fait, on y retourne pour y rester. Et le nom du programme, c'est le programme Artemis. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y ait au moins une astronaute
femmes dans ces prochaines missions. Aujourd'hui, il y a déjà 18 jeunes femmes qui, aux États-Unis, s'entraînent pour les missions Artemis. Donc c'est parti à l'époque de Trump, mais confirmé aussi par Biden. Pour la mission certainement entre 2025 et 2028. Donc c'est demain, hein, tout ça. Et alors pour la petite histoire, Artemis, vous connaissez un peu la mythologie grecque. Sinon je vous le rappelle, Artemis, donc première mission avec une femme à bord. Artemis était la sœur d'Apollo. Donc il y a eu la mission Apollo à bord, donc Artemis maintenant. Donc là, pour ce faire, la NASA travaille depuis déjà de nombreuses années sur un nouveau lanceur, une nouvelle capsule, à laquelle participe d'ailleurs l'Europe, hein, et aussi sur une nouvelle station spatiale qui s'appelle LOPG, qui serait une station spatiale cette fois-ci en orbite autour de la Lune, hein, pour permettre en fait de faciliter l'atterrissage, l'alunissage des astronautes depuis l'orbite lunaire. Donc 18 femmes déjà à l'entraînement aux États-Unis. Donc la NASA propose de travailler dans un cadre collaboratif un peu équivalent à celui du modèle de l'ISS, qui, il faut le reconnaître, a bien fonctionné. Et jusqu'à très récemment, disons que la station spatiale a été à l'abri des aléas géopolitiques de la relation entre les États-Unis et la Russie. Même à l'époque en 2014 avec l'histoire de la Crimée. Là, avec l'Ukraine, ça se tend un peu, il faut le reconnaître. Donc, mais on espère toujours tous que le programme ISS ne sera pas affecté par les relations actuelles. Par contre, ça aussi, ça peut faire partie d'une discussion. D'autres programmes de collaboration entre l'Occident et la Russie ont été remis en cause, à cause des événements récents. Donc la prochaine station après l'ISS, c'est le LOPG. Elle sera donc en orbite autour de la Lune. Son orbite va être très, très particulière. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails ici, mais elle aura un périgée donc très proche de la Lune, aussi 300 km, mais l'apogée très lointaine, en fait, de façon à pouvoir rester en contact permanent avec la Terre. Quand on est derrière la face cachée, on ne peut plus communiquer avec la Terre. Avec une orbite comme celle-là, on est toujours en permanence en relation avec la Terre. Les Américains et les Occidentaux, c'est ce que je vous disais à l'instant, donc se préparent au programme Artemis et donc retour sur la Lune, mais les Russes et les Chinois aussi de leur côté ont proposé, ça, avant même le problème, la question de l'Ukraine, une collaboration entre eux, hein, de façon à avoir un programme qui soit indépendant des États-Unis. Donc on s'oriente aujourd'hui avec les éléments qu'on a vers en fait 2 villages lunaires, 2 bases, une occidentale et une orientale. Donc je sais pas, j'espère qu'on ne va pas exporter là-haut les problèmes d'interface que l'on a à l'heure actuelle. Alors ce sur quoi je voudrais terminer peut-être, parce que je vois que le temps passe, c'est sur les technologies sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui, sur lesquelles moi je travaille avec mes étudiants et avec des startups créées par certains de mes étudiants d'ailleurs, pour pouvoir rester dans cette logique, hein, de l'autonomie des astronautes sur la Lune pour des missions de longue durée. Hein, et donc faire en sorte qu'on puisse vivre et survivre en utilisant les moyens locaux et non pas compter sur le cargo tous les lundis matins. Avant de dire cela ou développer ça, je rappelle en fait que vous avez entendu parler de SpaceX, de Blue Origin, donc Amazon qui a aussi des ambitions, Bezos qui a des ambitions aussi d'avoir des programmes privés ou de tourisme spatial, etc. Je crois qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça va se faire. Et je prends comme exemple ce qui se passe, excusez-moi, attendez, il me semblait que j'avais une autre dia. Bon, je verrai peut-être plus tard. Ce qui se passe, moi, mon exemple, typiquement, si vous voulez, pour prévoir un peu
à quoi risquent de ressembler les bases permanentes sur la Lune, c'est l'Antarctique. Vous savez qu'en Antarctique, il y a des bases depuis une cinquantaine d'années d'ailleurs, appartenant à plusieurs pays ou à des groupes de pays, etc., et qui permettent d'héberger avant tout des scientifiques pour faire vraiment progresser la connaissance sur des sujets très, très spécifiques qui nous intéressent tous, liés au climat en particulier. Mais parmi les gens qui hibernent, qui passent 6 mois, donc c'est déjà 6 mois dans ce genre de station, eh bien, on trouve bien sûr des scientifiques, mais pas uniquement des scientifiques, il y a aussi des ingénieurs et des techniciens, parce qu'il faut continuer à faire tourner la base. S'il y a un problème, si vous voulez, d'électricité ou autre, il faut aussi ce genre de profil dans la base. Donc les missions qui partent en Antarctique sont des missions composites avec vraiment toute une gamme de profils. Et je pense que les astronautes qui iront sur la Lune auront aussi tout ce spectre de profils, parce que certes les scientifiques, et c'est la science qui va en fait à mes yeux justifier l'essentiel de ces développements, mais il y aura aussi l'astronaute technicien, l'astronaute électricien, etc. Et ça c'est assez intéressant. Voilà, donc oui, c'est la slide que je cherchais pour vous montrer ce qui se passe en Antarctique aujourd'hui. Donc ça c'est la base franco-italienne, et donc c'est une base, une vie en milieu extrême là aussi, il y a une température qui peut descendre à moins 70 degrés. Mais aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous pouvez en fait vous payer une croisière vers l'Antarctique qui permettent à des touristes fortunés d'aller poser le pied, éventuellement d'aller se placer à côté d'une base, etc. Et je pense que c'est certainement ce qui risque de se produire sur la Lune aussi. Bon, c'est très cher ces croisières-là. Bon, la croisière vers la Lune sera encore plus chère. Mais ça peut se faire dans le même esprit. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir vouloir faire ça. Alors, quelques éléments pour vous montrer dans quelle direction on travaille pour essayer de maîtriser les technologies de demain pour l'autonomie en milieu extrême. C'est en fait, comme je le disais tout à l'heure, essayer de trouver ou d'exploiter ou de produire de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture. Alors, on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune, pas depuis bien longtemps, depuis une quinzaine d'années de façon sûre, 25 ans de façon plus hypothétique, mais il y a de l'eau. Alors, il y a de l'eau vers les pôles, dans des régions où, en fait, il y a des cratères qui peuvent abriter, qui ont en fait des faces qui sont en permanence dans l'ombre. Parce que pour que l'eau puisse rester sur la Lune, il faut qu'elle ne soit pas en plein soleil, parce que sinon, vous allez vaporiser, sublimer cette glace, et donc vous allez la perdre. Et il y en a eu beaucoup plus, pour sûr, sur la Lune, mais beaucoup a disparu. La Lune n'a pas su garder une atmosphère et donc de l'eau en présence sur la Lune. Les seuls endroits où on trouve de l'eau sur la Lune, c'est dans des cratères assez profonds, dont la face n'est jamais en fait baignée de soleil, donc toujours à l'ombre. Mais donc l'identification qui a été faite, ou la quantification qui a été faite, montre qu'il y a quand même des réserves d'eau non négligeables sur la Lune qui permettraient donc à des astronautes de vivre assez longtemps. Mais bon, il faut extraire cette eau. Alors là, l'eau en question, c'est de la glace, en l'occurrence. C'est pas des cubes de glace comme vous avez dans votre frigo. C'est en fait une espèce de givre, donc le régolithe, le sol lunaire, est givré. Et il faut trouver des technologies qui permettent en fait d'extraire l'eau en fait de ce sol-là pour après la rendre potable, etc. Et bien sûr, quand on a de l'eau, on a de l'oxygène, puisque par électrolyse, on peut obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène. Il y a une autre source d'oxygène aussi, c'est en fait le sol lui-même. Le sol de la Lune, donc ce qu'on appelle le régolithe, a une composition chimique très voisine du sable du Sahara, du sable même des océans. Et ça s'explique bien parce que
La théorie aujourd'hui, la plus reconnue, c'est que la Lune, c'est un morceau de terre qui s'est détaché. Donc, il est parti avec les mêmes composants ou éléments que ceux qu'on trouve sur notre Terre. Et donc, dans le régolithe lunaire, il y a à peu près 25% de silice, de quartz, comme dans le sable. Et la silice, vous savez, c'est l'oxyde de silicium. Donc, il y a des atomes d'oxygène et on peut essayer, par des procédés électrochimiques, de les extraire et créer de l'oxygène comme ça. Le recyclage aussi est super important, bien sûr, encore plus que partout. Et ce que j'aime bien, c'est que, encore une fois, dans les technologies à développer pour les besoins spatiaux, on retrouve des besoins terrestres. Et toutes les technologies qu'on développe pour le recyclage, pour le spatial, eh bien, sont applicables ici sur Terre pour prendre soin de notre jardin d'Éden que j'ai baptisé tout à l'heure. Voilà, et donc travailler sur ces éléments-là, donc c'est uniquement le sol avec de l'eau dans certains endroits et l'énergie du soleil. Ce sont les seuls éléments à partir desquels il faut essayer de créer l'écosystème que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est ce qu'on appelle le In situ Resource Utilization, le ISRU. C'est sur quoi donc, on travaille, plusieurs labos travaillent dans le mien. Donc là, je parlais d'électrolyse tout à l'heure, donc à partir du régolithe, on peut obtenir l'oxygène et des métaux aussi en poudre, et ces métaux-là vont nous servir, métaux ou du silicium, puisque comme je parlais de l'oxyde de silicium, vont nous permettre de créer des matériaux dont on aura besoin, ou dont les astronautes auront besoin sur place, et en particulier le silicium pour faire des panneaux solaires photovoltaïques. Et donc on a créé avec 3 de mes étudiants donc, une start-up qui s'appelle Mana Electric, dont l'ambition en fait c'est à partir donc, du sol lunaire, comme je le disais, arriver, et l'énergie solaire, arriver à créer ces panneaux solaires. Et pour tester ça, eh bien, la première étape, c'est encore une fois cette dualité entre la Terre et la Lune que j'aime bien, ou le spatial que j'aime bien. On est en train de développer les mêmes procédés, mettre au point les mêmes procédés dans le désert, à partir du sable et donc du soleil. Et ça commence à bien fonctionner. Donc c'est une start-up qu'on a créée il y a 5 ans avec 3 de mes étudiants. Aujourd'hui, il y a quand même 45 emplois qui ont été créés donc de jeunes ingénieurs et techniciens. Et donc c'est une assez belle réussite, je trouve. J'avais évoqué tout à l'heure aussi la protection par le régolithe, pour se protéger, donc des radiations. Donc ça c'est vrai quand on est dans l'habitat, mais aussi en sortie extravéhiculaire, donc je reviens plus là-dessus. Et puis, donc l'autre aspect des technologies à développer, c'est créer ces habitats. Et ce sur quoi on travaille, les Américains beaucoup, les Européens aussi, c'est les techniques d'impression 3D. Vous avez tous entendu parler de ça. Vous avez peut-être même chez vous une petite machine, parce qu'on en trouve pour 200 ou 300 euros, qui vous permettent en fait de programmer la fabrication de petits éléments, même très complexes, une tour Eiffel par exemple, en plastique. C'est cette technologie d'impression 3D qui, à une échelle cette fois-là supérieure, et mise en place sur la Lune, voire sur Mars, vont permettre de créer ces habitats dont je parlais tout à l'heure. Autre type d'habitat, les habitats gonflables. Je vois que le temps passe, j'ai une petite vidéo là, qui est assez belle, mais je ne vais pas vous la présenter maintenant. Donc ça, c'est une autre start-up qu'on a créée avec d'autres étudiants et qui a conduit en fait à ce concept d'habitat, cette fois-ci gonflable. Donc l'habitat arrive dans une caisse sur un atterrisseur, un alunisseur, se déploie tout seul, est contrôlé depuis le sol, savoir si la pression est bonne à l'intérieur, si tout fonctionne, la température, etc., avant d'envoyer des astronautes juste à côté qui occuperont cet habitat-là. Donc c'est aussi une des startups qui s'appelle Spartan Space, qui développe ce genre de choses. Je finis rapidement avec une autre vision d'un autre visionnaire que j'apprécie beaucoup, mais que je n'arrive pas à suivre sur cette idée-là, c'est mon fameux ami Elon Musk, sauf que je le connais personnellement. Je l'ai connu à une époque où il était encore abordable, j'ai pu discuter avec lui à deux reprises, donc une fois pendant près de 45 minutes. Donc c'est un gars qui sort d'ordinaire.
Mais dans le cadre de l'exploration martienne, parce que là on est sur Mars maintenant, eh bien son approche, j'avoue que j'ai vraiment du mal à le suivre. Lui pense que d'ici 2050, on aura ces grosses fusées qui arriveront avec 100 astronautes dans chacune d'elles pour en fait vivre dans une ville martienne. Alors pour lui, pour l'instant, il s'occupe que de la fusée. Et il s'en occupe bien. Vous suivez peut-être l'actualité de SpaceX, etc. Il est en train de créer, en fait, de révolutionner le monde en fait, des lanceurs, etc. On peut en discuter si vous voulez. Donc il n'est pas impossible qu'il arrive à faire ce genre d'objet. Le problème, c'est qu'il s'il arrive avec sa fusée, avec 100 personnes à bord, où est-ce qu'ils vont vivre? Il faut créer aussi toute l'infrastructure pour leur permettre de vivre sur place. Et ça, c'est pas gagné du tout. Donc 2050, j'y crois pas du tout, du moins à cette échelle-là. Moi, ce à quoi je pense, c'est qu'on ira sur Mars autour de 2050, hein, mais un peu comme les astronautes américains d'Apollo qui sont venus, en fait, pour découvrir donc une nouvelle planète ici, pour pouvoir faire de la science à une échelle beaucoup plus modeste. Et si déjà on y arrive en 2050, je pense que ce sera déjà un exploit. Donc c'est plutôt comme ça que je vois la conquête de Mars. Et bon, je termine rapidement par quelques conclusions, mais de points que j'ai déjà évoqués. Donc l'idée pour la poursuite des programmes d'exploration habitée du système solaire, bon, ça se limite pour le siècle qui vient donc à la Lune, Mars et en fait ces satellites Deimos et Phobos éventuellement. Sur la Lune, très probablement, pour avoir un village scientifique comme une base de l'Antarctique. Donc la taille, moi je demande à mes étudiants de travailler avec le dimensionnement justement des bases de l'Antarctique. La base Concordia abrite à peu près entre 15 et 20 personnes pour donc une hibernation de 6 mois. Et je pense que je dirais la base lunaire devra certainement avoir cette taille-là, à peu près. Donc ça permet, si vous voulez, de dimensionner les habitats, les sources donc, de nourriture, d'oxygène, etc., en prenant ça comme exemple. Et j'ajoute que, comme sur l'Antarctique, on verra peut-être débarquer quelques touristes avec des hôtels de tourisme jour, comme c'est déjà le cas pour les croisières, donc pour touristes très fortunés. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? L'autonomie, ben, c'est donc le développement des technologies ISRU que j'ai évoqué déjà bien en détail, autour de donc l'oxygène et de l'eau, hein, et l'assemblage donc par impression 3D, qui est une technologie facile à exporter et à développer sur l'île. Donc on y travaille à l'école des mines d'Albi, ça c'est bien. On fait de l'impression en prenant la poussière de régolithe, enfin du simulant, c'est-à-dire des matériaux qui ont exactement la même composition, la même morphologie, et on arrive à faire des objets, des outils, etc., à partir de cette poudre-là. Et donc ce genre d'approche pourrait être exploité sur la Lune. Écosystème aussi pour la nourriture et les plantes. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, ou la fin de semaine dernière, la NASA a produit des images de plantes qui ont poussé dans du simulant de régolithe, donc les astronautes d'Apollo ont ramené. Alors c'est très précieux, hein, bien sûr, ces échantillons-là, donc on ne les passe pas à n'importe qui, etc. Mais ils sont arrivés à faire croître des plantes dans ce type de sol. Moi, ça ne m'étonne pas énormément, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu comme le sol terrestre, donc certainement qu'on n'aura pas trop de problèmes donc à faire pousser donc des plantes sur la Lune. Le grand enjeu, quand même, c'était ma dernière ligne, décidément, je ne sais pas. Oui, c'est en fait la radioprotection. J'ai un peu développé ce point tout à l'heure. Donc les deux sources, le rayonnement cosmique et donc les événements solaires. Les événements solaires sont les plus dangereux, mais ils sont plus courts. Et on les voit venir parce que maintenant, avec les satellites, on sait quand il y a eu l'orage solaire, quand les flux de protons vont arriver vers la Terre, vers la Lune.
Sur la Terre, bon, on est quand même protégé par le champ magnétique et l'atmosphère. Sur la Lune, c'est plus dangereux, donc il faudra se mettre à l'abri. Les astronautes se mettent à l'abri pour quelques heures. Et puis il y a le fond cosmique, vers duquel on peut aussi s'isoler. Et les calculs de l'étudiante de thèse que j'ai montré tout à l'heure indiquent qu'avec 40 cm de régolithe, on peut se protéger et ne pas subir ou ne pas avoir plus de radiation que les astronautes aujourd'hui sur la station spatiale. On sait qu'ils peuvent vivre 6 mois sans problème. Thomas est allé déjà 2 fois, pas eu de souci. Donc on essaie de dimensionner les habitats sur la Lune qui sont dans des environnements différents de la station spatiale, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de champ magnétique. L'atmosphère dans la station spatiale, ça ne joue pas parce que l'atmosphère est en dessous, mais le champ magnétique. Donc on est mieux protégé ici sur la planète. Mais si on prend des précautions, c'est-à-dire mettre cette épaisseur de régolithe pour faire les habitats, eh bien, on ne prend pas plus de radiation que pendant une mission de 6 mois sur la station spatiale. Donc il y a un avenir à ça. Et je vais m'arrêter là, parce que j'étais plus bavard que prévu. Et je vous remercie de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.